En 2015, une étude publiée par le gouvernement canadien constatait que le déclin général du taux de participation aux élections s'expliquait, en majeure partie, par la diminution du taux de participation des jeunes de 18 à 24 ans. Si le faible taux de participation au processus électoral a de quoi susciter l'inquiétude, la même étude a cependant mis en lumière que les jeunes avaient plutôt tendance à s'impliquer dans la vie civique et politique en empruntant d'autres avenues, comme la signature de pétitions, la vie associative ou la participation à des manifestations. Et surtout, ces études ont pointé l'importance de la scolarisation dans le degré d'engagement des jeunes. Être citoyen, c'est quelque chose qui s'apprend, et c'est surtout quelque chose que l'Assemblée nationale du Québec a compris depuis plusieurs années en instaurant une mission éducative qui s'intéresse depuis à former les citoyens de demain. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons Rachel Plante, chef d'équipe de la programmation citoyenne, et Magali Paquin, agente de recherche à l'Assemblée nationale et experte en recherche institutionnelle. Bonjour à vous deux et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Pour parler généralement de la mission éducative de l'Assemblée nationale, on va commencer je commencerai en vous posant une première question qui est pourquoi l'Assemblée nationale a-t-elle mis en œuvre une mission éducative destinée aux jeunes et au public plus largement? Bien, en fait, il faut savoir que l'énoncé de mission, la mission concrète de l'Assemblée par rapport à l'éducation, à la démocratie, c'est vraiment de contribuer à la formation de citoyens et citoyennes, responsables, mieux informés, plus engagés et plus attachés aux institutions démocratiques. Et on voit vraiment l'éducation à la démocratie un peu de la même manière qu'on voit, si on veut, les saines habitudes de vie. Là. Donc, on se dit que plus on s'initie tôt, plus on apprend comment ça fonctionne tôt, qu'on l'expérimente, il y a plus de chances qu'on le reproduise dans l'avenir et que ça devienne une habitude finalement pour la suite, là, dans leur vie d'adulte également. On fait également le pari qu'en initiant les citoyens jeunes, enfants, adolescents, on va démystifier progressivement là, les rouages de la politique, du parlementarisme, des systèmes démocratiques en général. Et ça va, ça va diminuer, si on veut, le sentiment d'incompétence ou d'incompréhension que beaucoup de citoyens, beaucoup de gens là, ont par rapport à ces questions-là. Donc, on est pas mal convaincus qu'on va les amener à s'engager. Si on comprend, on s'engage, on peut participer, là, on a un sentiment de compétence citoyenne. Donc, c'est un peu comme ça que c'est pensé. On fonctionne beaucoup avec le jeu de rôle et l'expérience. C'est sûr qu'on cherche à faire vivre une expérience marquante, surtout pour les jeunes. C'est sûr que d'écrire un projet de loi, d'en débattre avec ses pairs, de préparer des conférences de presse, de voter en chambre, de prendre la parole dans la salle de l'Assemblée nationale, c'est marquant. Puis, on a appris comment on fait une loi à travers tout ça. C'est pas théorique, c'est vraiment pratique. Là, on est vraiment dans la praxis, là, on a l'articulation entre les deux. Donc, c'est ça qui fait que c'est des apprentissages qui risquent d'être plus durables, finalement. Et historiquement, dans quel contexte l'Assemblée nationale a-t-elle commencé à tenir une mission éducative formelle? Bien, ça a commencé en 1992 à l'occasion du 200e anniversaire des institutions parlementaires. Donc, l'Assemblée cherchait justement à faire connaître là, les mécanismes, là, la mission de l'Assemblée, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert un député, qu'est-ce que ça fait, comment on fait des lois, vraiment là, les mécanismes parlementaires. Puis, c'est à ce moment-là qu'a été créé le service des programmes pédagogiques, là, ou même l'éducation à la démocratie parlementaire qu'on l'appelait au début. C'est maintenant les programmes éducatifs. Puis, c'était surtout simulation parlementaire. Donc, le forum étudiant, là, qui est notre plus vieille simulation, a commencé là. On avait aussi un jeu questionnaire type Génie en herbe, là, le tournoi Jeunes démocrates. Puis, il y avait aussi des documents qui avaient été préparés, là, des guides qu'on envoyait dans les écoles là, aussi pour aider les enseignants. Donc, c'était un peu dans ce contexte-là. Et est-ce que les autres parlements, que ce soit canadiens ou étrangers, ont une mission éducative comparable à celle de l'Assemblée nationale ou c'est un phénomène qui est assez unique? Il y en a quand même dans plusieurs autres. Dans la plupart des parlements canadiens ont aussi des activités éducatives. On suit également de très près le Parlement britannique, là, qui est un leader aussi en éducation à la démocratie. Mais chaque parlement a son créneau, un peu sa couleur. Nous, ici, à l'Assemblée nationale, on est vraiment reconnus pour les simulations parlementaires. Là. On reçoit beaucoup de questions des autres parlements, comment on fonctionne, on a des observateurs. Donc ça, c'est vraiment, on est reconnus pour ça.
À notre connaissance, on est aussi le seul Parlement qui a un camp de jour citoyen dans ses murs. Ça fait poser beaucoup de questions par justement les autres parlements. Mais oui, il y en a beaucoup d'initiatives pour les jeunes dans les différents parlements. Alors pourquoi vous avez voulu vous inscrire au camp de jour citoyen? Bien, moi, premièrement, c'est ma mère qui a trouvé une annonce puis qui m'en a parlé. Puis je trouvais que l'initiative était très bonne, alors j'ai décidé d'y participer. Moi aussi, ma mère, elle a trouvé ce camp de jour. Et en fait, j'adore, moi, parler un petit peu du Parlement, de la vie du Québec, de ses natures, de qui a fait quoi dans la vie du Québec. Moi, en fait, c'est la mère à Cosmine qui a parlé à ma mère pour aller à ce camp de jour-là. Puis, sérieusement, c'est un de mes camps de jour préférés. Là. Puis, j'aime vraiment ça, le type de... qu'est-ce qu'on apprend au camp de jour. Puis, c'est vraiment utile aller ici. Moi, parce que j'adore venir au Parlement, puis que j'adore apprendre à ce sujet-là, puis que c'est mon camp de jour préféré, puis c'est ça. Moi, dans le fond, c'est que c'est ma mère qui a entendu parler de ça, puis là, me l'a dit parce qu'elle savait que j'aimais beaucoup la politique. Puis mon père, il a dit que lui, quand il avait déjà visité le Parlement, il avait beaucoup aimé ça. Fait il m'en avait parlé un petit peu, puis ça avait l'air intéressant. Puis c'est ça, puis j'aime aussi faire les petits jeux au travers, puis faire le projet de loi. Et qu'est-ce que vous aimez le plus du camp de jour citoyen? Eh bien, moi, j'aime ça, qu'on soit vraiment au gouvernement, qu'on soit dans les bâtiments du gouvernement, qu'on puisse vivre un peu la vie d'un député et des personnes qui travaillent ici. On vit dans le feu de l'action, on va dire, un peu. Moi aussi, c'est un petit peu que j'aime le Parlement, j'aime l'histoire qu'il y a, et aussi que les activités sont un petit peu... Ils sont pas du tout ordinaires comparés aux autres camps de jour, mais déjà que c'est au Parlement, c'est vraiment cool. Moi, je trouve que j'aime vraiment ça, que ce soit comme un camp de jour où est-ce que tu apprends des choses sur comme la vie du Québec, tout en jouant dehors, en faisant des activités sportives. Puis j'apprends vraiment des choses qui sont vraiment amusantes. On fait des vraiment bons jeux, puis c'est vraiment le fun d'être au Parlement. Moi, j'aime le Parlement parce qu'on apprend en s'amusant, puis que j'aime ça, rencontrer des personnages qu'on voit pas souvent, puis qu'on est dans des pièces qu'on savait pas que ça existait. Moi, comme Viviane, j'aime ça visiter le Parlement. J'aime ça aussi apprendre en s'amusant. Puis une autre chose que j'aime beaucoup, c'est que moi, j'aime pas me baigner. Fait que je suis très contente aussi qu'on n'aille pas à la piscine. Ça, c'est parce que tous les autres camps, on va à la piscine. Fait que celui-là, on n'y va pas. Fait que c'est une des autres choses pourquoi j'aime ça. Et on se trouve en ce moment à l'Assemblée nationale du Québec, au lieu de la politique québécoise. Mais qui dit politique dit aussi partisanerie. Comment est-ce que les services éducatifs, la mission éducative de l'Assemblée parvient à faire avec la dimension plus partisane de la vie politique? Est-ce que ça peut poser des défis parfois quand on veut justement enseigner, introduire en tout cas les jeunes au phénomène de la politique et tout ce qui vient avec? C'est certain. C'est certain que ça peut être un enjeu, mais en fait, à la base, il faut comprendre que les activités éducatives sont des activités institutionnelles qui relèvent de la présidence. Donc, en partant, on est sous le sceau de la neutralité. On l'explique aux participants à nos activités. Ils le comprennent quand même très bien. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas faire de l'éducation aux idéologies actuelles des partis politiques. C'est vraiment de l'éducation au fonctionnement. C'est une initiation qui va dans ce sens-là. C'est sûr qu'on les amène beaucoup plus à vouloir développer les compétences citoyennes, les valeurs démocratiques, l'écoute, la recherche du consensus, la liberté d'expression, évidemment. Donc, on est vraiment dans l'apprentissage des processus, puis aussi des attitudes, si on veut, qui sont propres à l'exercice démocratique. Après ça, on a des balises pour nos activités. C'est sûr que les participants savent qu'ils ne peuvent pas, par exemple, aborder des sujets qui sont actuellement, disons, au centre de l'actualité politique. Donc, on les amène ailleurs. On leur demande de ne pas faire non plus de référence à des parlementaires actuels ou d'une histoire récente, disons. Oui. Donc,
qui sont très, très au fait de ça et ça passe bien, là. Puis dans nos simulations, c'est pas les parties réelles, on copie pas la réalité là, politique là, de la Chambre, si on veut. Donc ça va être d'autres partis avec d'autres idéologies et d'autres groupes parlementaires, là. Donc on fait ce qu'on peut pour les sortir de ça, mais ça va très bien, là. Les jeunes comprennent là, cette réalité-là. Et puis, en termes d'initiatives concrètes mises en œuvre par l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on retrouve au sein des services éducatifs, plus précisément? Bien, on en a parlé un peu depuis le début. Oui. On a beaucoup de simulations parlementaires, là, à partir du primaire jusqu'à l'universitaire, on en a. On a également une activité qui est assez récente, qui est le séminaire des profs. Donc là, les profs de tous les niveaux, là, ça part du primaire jusqu'à l'université. On dit les profs, mais il y a aussi des agents de vie spirituelle et communautaire. Donc, on cherche à les outiller dans leurs interventions auprès des jeunes, aussi eux comme citoyens. On a des ateliers jeunesse, donc les groupes qui viennent faire des visites scolaires peuvent faire un atelier d'approfondissement, si on veut, là, sur les lois, sur les symboles. On a aussi Vox Populi, la démocratie à l'école, qui est une initiative en partenariat avec Élections Québec et avec la Fondation Jean-Charles Bonenfant. On va former et outiller les conseils d'élèves dans toutes les écoles au Québec, primaire, secondaire. Donc, c'est vraiment la démocratie, mais à l'échelle de leur école, à l'école des jeunes. Donc, ça fonctionne très bien. On a les ateliers grand public, comment ça marche. Donc là, on sort un peu du milieu scolaire, on est plus dans le grand public, là. Donc, un peu le même principe, hein, comment ça marche les commissions parlementaires. Donc, on vulgarise un peu toutes les activités. On a aussi parfois des personnes désignées qui viennent animer un comment ça marche. Donc ça, c'est tous les premiers lundis du mois. Les personnes désignées, peut-être pour les gens qui sont moins familiers avec le concept, c'est... Bien, par exemple, le directeur général des élections, la commissaire à l'éthique. Comme des professionnels qui sont amenés à s'investir dans la vie publique de façon neutre, mais pour protéger les intérêts des Québécoises et des Québécois. Je n'aurais pas pu mieux dire. Sinon, comme autre initiative, on a le camp de jour citoyen pour les 9 à 14 ans. Donc, là, c'est plus ludique, là, mais là, on va les chercher plus jeunes pour les initier. On a un site Internet, parisladémocratie.com, qui est aussi une mine d'or d'informations pour l'enseignement de l'univers social, des outils pédagogiques, toutes les informations sur les activités. Toute la nouvelle expérience visiteur aussi qui est arrivée dans la foulée de l'ouverture du pavillon d'accueil en 2019. Ça vise le grand public, mais c'est les mêmes objectifs, là, permettre aux gens de comprendre comment ça fonctionne, puis quel est leur rôle. On va en parler plus tard aussi, là, de ce qui s'adresse à l'action des citoyens. Puis la programmation citoyenne aussi, qui est un nouveau secteur d'activité à l'Assemblée, là, qui est un calendrier d'activité grand public qui pas toujours éducatif, entre guillemets. Ça peut être un spectacle, une exposition, mais l'idée, c'est de les amener ici puis de créer ce sentiment-là, le rapprochement entre l'institution et le citoyen. Donc, en résumé, là, c'est ça nos activités. En résumé, il y en a beaucoup. L'éventail est extrêmement large. Les publics cibles aussi. Et je me disais, parce que, bon, quand on parle d'un jeune du primaire, l'initier à la vie politique et parlementaire, ça doit venir avec son lot de défis. De parler à Madame Ginette Tremblay de Chibougamau, ça présente d'autres défis. C'est quoi justement les principaux défis depuis que la mission éducative existe au Parlement? C'est quoi les principaux défis auxquels vous faites face par rapport notamment au groupe d'âge? Je vais prendre l'exemple justement d'un élève du primaire. Comment est-ce qu'on initie un élève du primaire à la vie parlementaire dans toute sa complexité? Bien, un peu comme on disait tantôt, c'est sûr que les plus jeunes, avec le jeu de rôle, ça fonctionne très bien parce qu'ils sont en train d'apprendre puis ils s'en rendent pas compte. Mais nos jeunes du camp de jour en ce moment, vendredi, quand ils vont partir chez eux, ils vont avoir fait une loi, ils vont avoir fait voter une loi, ça va avoir été signé par le lieutenant-gouverneur, ils vont avoir rencontré des députés, ils vont avoir rencontré le lieutenant-gouverneur, ils vont avoir pris la parole, donc ils vont avoir fait plein d'apprentissages. Même si c'est pas théorique, je pense que ça va rester, ça reste une expérience significative. Et puis, c'est quoi les projets de loi sur lesquels vous travaillez? Eh bien, cette année, moi, je travaille avec mon frère. Et notre projet de loi, il sert à promouvoir les produits locaux tout en faisant rouler l'économie et en ayant des habitudes plus saines, on va dire, au travers de toute cette promotion de produits locaux. Est-ce que tu veux en dire un peu plus? Ben, notre projet de loi, en fait, ça consiste aussi à encourager le Québec, car on est déjà fiers du Québec,
parce que tout ce qu'on a fait, c'est vraiment cool et qu'on est quand même une province assez qu'on peut beaucoup découvrir des choses dedans. Et aussi, on adore les produits locaux et sains. Et en quoi ça consiste, votre projet de loi, pour encourager l'économie locale? On a essayé de mettre en place un système de rabais pour les produits locaux et de taxes pour les produits venant d'ailleurs. Et aussi, on a mis un minimum de pourcentage de produits locaux à avoir dans les marchés, sur les tablettes. Et en quoi consiste le projet de loi sur lequel toi tu travailles? Ben moi, je travaille sur un projet pour aider comme les camions ou les choses qui transportent des marchandises comme de la nourriture et des choses comme ça. On vise, en parlant de transport, on vise les trains, puis les camions de transport de 3 tonnes et moins et 3 tonnes et plus. C'est pour changer les moteurs à essence en ceux de 3 tonnes et moins en moteur électrique, ceux de 3 tonnes et plus en moteur hybride, ainsi que pour les trains aussi, ça va être le moteur hybride. On essaie vraiment d'encourager les gens à faire ça, fait qu'il va y avoir des récompenses pour ceux qui changent leur moteur pour les compagnies. Il y a des rabais pour comme encourager les gens à acheter les moteurs, puis on a mis un système en place pour recycler les batteries des voitures électriques et hybrides. Nous, Nicolas puis moi, en fait, notre projet de loi, c'est d'inciter les jeunes à écouter de la musique québécoise. Fait Grâce au poste de musique Ici Jeunesse. Donc, vous créez un poste de radio? Ouais. Puis la radio va devoir faire de la publicité gratuite, sinon il devra payer. Non, il sera privé de diffusion pendant 3 mois. Après, le grand public, ça, c'est une masse de personnes avec des besoins, des intérêts différents. Puis là, c'est assez difficile. C'est ce qui nous amène à essayer de varier. Puis depuis 2-3 ans, ça explose notre secteur d'activité parce qu'on cherche différentes façons d'aller chercher par les arts, par des conférences plus académiques, par des activités plus ludiques. Donc, ça nous oblige à aller en ce sens-là. Puis un des plus grands défis aussi qu'on a, c'est un défi, je pense, de perception. Les gens ont l'impression, justement, on demandait à vos voisins là, combien parmi eux savent qu'ils peuvent venir visiter le Parlement. Les gens ne savent pas qu'on est ouvert, les gens ne savent pas qu'il y a des activités pour eux ici, les gens pensent que c'est austère, que c'est hermétique. Donc, c'est beaucoup de lutter contre cette perception-là aussi. Donc, ça, C'est exactement ça à quoi je pensais pendant que tu parlais, parce que effectivement, pour les adultes, c'est un des enjeux, c'est qu'ils pensent que c'est inaccessible, en fait, qu'ils ne peuvent pas venir de façon physique, mais que c'est même pas à leur portée de façon symbolique, d'une certaine façon. Fait que c'est comment faire pour briser cette perception-là, puis dire non, l'Assemblée nationale, vous avez votre place, vous pouvez d'abord apprendre comment ça fonctionne, tu sais, vous informer et tout, mais aussi ensuite, comment faire pour vous investir, pour vous engager, participer à la vie publique, puis vous approprier cette institution-là qui vous appartient au final. Oui, c'est ça. Donc, c'est surtout ça, en fait, chez les adultes. C'est comment démocratiser l'Assemblée nationale, puis dire, oui, il y a une place pour tout le monde, là, peu importe votre profil. Il va y avoir une place pour vous. Il faut vulgariser, oui, mais simplifier aussi beaucoup, là, parce que, on va se le dire, c'est pas évident quand même. Le langage, le décorum, tout ça, c'est une certaine lourdeur. Ça peut être très, très intimidant. Mais le fait, justement, d'abord de visiter, de voir les lieux, mais ensuite, après ça, d'apprendre les bases un peu de la procédure, ou en tout cas, qui fait quoi. Puis ensuite, c'est petit à petit, hein? Je veux dire, c'est des petites bouchées, puis on ne peut pas, du jour au lendemain, penser qu'on sait tout. Bien, c'est pareil pour les citoyens et citoyennes, là. Et depuis les travaux d'agrandissement qui ont été apportés au Parlement, on retrouve notamment beaucoup de panneaux, d'expositions, d'explications qui visent à simplifier la vie parlementaire qui peut justement apparaître complexe pour monsieur et madame tout le monde.
On voit aussi, puis ça c'est pas nouveau, l'importance centrale accordée à l'art dans la vie parlementaire, dans l'architecture du Parlement. Ça, depuis même que le Parlement a été construit, on voit les statues qui vont orner la façade, la symbolique qu'on trouve à travers les salles, le salon bleu, le salon rouge, qui sont maintenant assez bien connus du public. Dans les travaux d'agrandissement, il y a une place centrale qui continue à être faite à l'art. Et ce qui m'amène à poser la question, pourquoi, puis ça c'est quelque chose auquel l'Assemblée nationale tient particulièrement, la place centrale de l'art dans sa relation avec la vie politique. Pourquoi est-ce que l'art est si important à la vie politique? Mais c'est sûr que, tu sais, historiquement, la place de l'art, c'était une place un petit peu plus conventionnelle, classique. On peignait le portrait du président, on avait des gravures, des vitraux, et c'est ça. Donc, c'était aussi pour montrer une certaine représentation noble, disons, de la vie politique. Et là, c'est un peu un rapport inversé, c'est-à-dire que l'art est une façon de faire entrer les citoyens et citoyennes à l'intérieur du Parlement. Donc, non plus, en fait, de faire uniquement rayonner l'institution en elle-même, mais de faire entrer le Québec à l'Assemblée. Donc, évidemment, c'est sûr que dans la construction du nouveau pavillon, bien, on a eu une œuvre intégrée à l'architecture, donc qui est assez flamboyante, là, le spectre des lumières. Mais au-delà de ça, il y a eu toute une section d'exposition sur l'art et la politique qui rejoint en fait la question de la participation citoyenne, parce que les artistes sont des gens qui peuvent, en tout cas, à travers leur pratique, être très engagés, soutenir des causes, devenir aussi des porteurs de messages. Donc, à travers l'art, de ce point de vue-là, ils deviennent des figures, tu sais, de premier plan, des figures politiques de premier plan qui vont alimenter aussi les luttes sociales, qui vont après ça avoir une résonance à l'intérieur du Parlement. Donc, c'est un peu la prise de conscience que tout ça fait partie d'un tout. L'art est un de ces éléments-là. Et justement, maintenant, comme on a des nouveaux espaces, en fait, qui se sont ouverts, bien, ça a été aussi l'opportunité de réfléchir à comment est-ce qu'on allait les habiller, de quelle façon. Est-ce qu'on fait juste répéter ce qui a été fait au cours des dernières décennies ou on apporte un nouveau souffle, finalement. Puis c'est un peu dans cette perspective-là que l'art est en train de devenir une façon de faire entrer le Québec à l'Assemblée. On est en train d'élaborer une politique sur les arts et la culture à l'Assemblée. Donc, dans le choix, par exemple, d'œuvres d'art et tout ça, on souhaite qu'il y ait certaines thématiques qui reviennent sur la citoyenneté québécoise, sur la faune, la flore, l'environnement, le territoire. Donc, faire en sorte que l'Assemblée n'est plus en vase clos, finalement, puis devienne aussi une fenêtre vers la société qu'elle représente. Et dans les travaux d'agrandissement qui ont été faits au Parlement, on retrouve aussi une salle citoyenne. Est-ce que c'est possible de nous dire quelques mots sur en quoi elle consiste, cette salle-là, et pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire une salle citoyenne dans ces travaux-là? Bien, encore une fois, c'est dans la perspective de faire entrer les citoyens et citoyennes à l'Assemblée même et au-delà du cadre institutionnel. C'est-à-dire que la participation citoyenne, elle prend différentes formes, puis elle va résonner différemment aussi chez les individus selon leur profil, selon le temps qu'ils ont à consacrer, selon les causes qu'ils ont envie de défendre, selon, disons, la vigueur, le tempérament, c'est ça. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a rien qui est inutile, tout est valable, puis c'est finalement l'accumulation de tous ces petits gestes-là qui sont différents les uns des autres, qui viennent se complémenter, puis faire en sorte qu'on a une vie démocratique qui est riche. Donc, la salle citoyenne, en fait, elle fait un peu une espèce de portrait des différentes façons de s'engager. Donc, les visiteuses, quand ils arrivent, ils peuvent voir, oui, on connaît, tu sais, l'engagement électoral. Bon, le vote et tout ça. Ça, c'est un peu établi, c'est comme la base d'un geste citoyen. Mais après ça, il y a tout l'engagement civique à travers la défense d'une cause, juste s'informer, écrire dans les journaux, parler à des proches de causes qui nous tiennent à cœur. S'afficher publiquement pour soutenir certaines causes, manifester. On a une superbe capsule vidéo qui tourne en permanence qui est un peu 50-60 ans de lutte citoyenne au Québec. Tu sais, des gens qui sont venus devant le Parlement pour réclamer, puis tu sais,
des fois avec colère, des fois avec, tu sais, viscéralement pour des causes qui leur tenaient à cœur, puis qui ont, c'est justement ces gestes-là qui ont fait en sorte que le Québec est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est la reconnaissance aussi de ces luttes-là comme étant, comme notre construction. Oui, c'est ça. Puis la construction de notre vie démocratique et identitaire d'aujourd'hui. Puis, j'en parlais tout à l'heure en introduction, le fait que les jeunes votent de façon un peu... en fait, votent de moins en moins, de façon générale, là, si on fait quelques exceptions près. On voit dans les médias, notamment avec les réseaux sociaux, que de plus en plus, en tout cas, peut-être qu'il n'y en a pas de plus en plus, mais ça affiche de plus en plus une forme de cynisme à l'égard des institutions politiques, de la désinformation. Et selon vous, quelles sont les meilleures armes pour lutter contre ce phénomène-là qui tend à miner la vie politique? Est-ce que ça se fait uniquement par l'éducation? On se doute que l'éducation occupe une place centrale, mais est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il y a d'autres Bien, ça a été dit en introduction, tu sais, je pense qu'il y a un... On ne vit plus notre citoyenneté puis notre engagement démocratique comme on le faisait il y a 50 ans. Il y a 50 ans, ça passait essentiellement par les partis politiques. C'était la façon de s'engager et tout ça. Aujourd'hui, il y a une diversité de formes d'engagement, une diversité de façons de le faire et de reconnaissance aussi à travers ça. Donc, le cynisme, il faut faire attention parce qu'il y a effectivement un certain cynisme par rapport aux formes traditionnelles d'engagement, par rapport à l'Assemblée nationale comme institution rigide et figée. Mais c'est là où, justement, on a une responsabilité d'avoir le petit radar allumé puis de se dire, OK, le monde autour de nous est en train de changer. Comment est-ce qu'en tant qu'institution, nous, on peut s'adapter pour s'assurer qu'on est toujours en phase avec ça? Et c'est sûr qu'une institution, ça ne change pas en un claquement de doigts. Fait qu'il y a toujours, oui, un décalage, il y a toujours un certain temps d'adaptation, le temps qu'on comprenne vraiment ce qui se passe, qu'on mette en place les bonnes mesures pour donner les bons résultats. Puis ça se fait dans un cadre qui est assez complexe, là, on se le cachera réglementé. Pas. Oui, réglementé, avec, tu sais, évidemment des députés qui sont là, qui ont aussi leur vision. On a 125 parlementaires qui siègent, qui ont leur vision et qui changent aussi aux 4 ans, donc, tu sais, ça aussi. Fait qu'il y a plein de paramètres qui font en sorte que, effectivement, ça peut donner l'impression, et c'est pas juste l'impression, là, que c'est lourd, mais il y a quand même le radar qui est allumé ici, institutionnellement parlant, pour s'assurer que ce cynisme-là n'est pas entretenu, qu'on trouve des façons adéquates pour le désamorcer, puis pour avancer, en fait, de plus en plus en harmonie avec une société qui est extrêmement changeante. L'Assemblée, je l'ai souvent comparé, moi, à un gros paquebot, là. Ça se tourne, mais il faut se prendre d'avance, puis de la bonne façon, puis c'est long. Bien, ça va un peu aussi, ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord, puis on se dit, pour critiquer l'institution de manière constructive, il faut la connaître. L'institution, je prends les mécanismes là, politiques et démocratiques en général, fait que d'où l'importance de commencer jeune, de développer les attitudes démocratiques, la compréhension des mécanismes. Puis après, bien, les gens sont peut-être plus intéressés à s'engager, puis à remettre en question de manière constructive, puis comme tu dis, l'Assemblée est aussi à l'image de la société, là, elle évolue lentement mais sûrement. Donc. Et une des initiatives qui a été mise en place pour faciliter en tout cas la participation des citoyens et des citoyennes à la vie parlementaire, c'est la table citoyenne. Est-ce que c'est possible de dire quelques mots sur cette initiative-là, en quoi elle consiste? On est dedans, là. Ça, c'est un projet qui est en cours en ce moment. En fait, c'est qu'il y a un processus de réforme parlementaire qui a été mis en branle. Et un processus de réforme parlementaire, c'est long et c'est très complexe. Ça se fait sur plusieurs années. Ça vise un peu à réévaluer l'ensemble des règles, les procédures qui encadrent les travaux parlementaires, mais plein d'éléments aussi connexes là, du travail politique ici à l'Assemblée. Et là, dans ce processus-là, il y avait le souci de la part des parlementaires d'entendre un peu ce que les citoyens et citoyennes avaient à dire sur l'aspect plus particulier de la participation citoyenne. Évidemment, c'est ce qui les concerne le plus. Donc, dans le contexte de pandémie, on a trouvé une formule qui était la formule des groupes de discussion
Donc, on a constitué 7 groupes de discussion. C'est ce qu'on appelle la table citoyenne, là, ces sous-groupes-là, suite à un appel de candidature qui s'est fait sur l'ensemble du Québec et qui visait justement à avoir des participants qui vraiment reflétaient démographiquement les profils du Québec. Donc, en termes d'identité de genre, de groupe d'âge, d'identité ethnoculturelle, autochtone, langue maternelle, puis également les différentes régions du Québec. Donc, il y a eu un tirage au sort parmi les candidates qui avaient manifesté leur intérêt. Et c'est les gens qui ont été sélectionnés, finalement, ont eu l'occasion de participer à un groupe de discussion d'environ 2h30 sur les difficultés qu'ils rencontraient dans la participation citoyenne, ce qui constituait pour eux des obstacles, mais aussi les solutions qu'ils proposaient pour changer les choses, améliorer les choses. Donc, au moment où on se parle, les groupes ont eu lieu. On est dans le processus d'analyse, de rédaction du rapport qui va être déposé à l'automne 2021. Et on a parlé beaucoup de la mission éducative de l'Assemblée nationale qui s'adresse beaucoup à des jeunes de moins de 18 ans, donc des jeunes qui n'ont pas le droit de vote, qui sont techniquement mineurs. Quel poids politique ces jeunes-là peuvent-ils exercer alors qu'ils n'ont pas l'âge de la majorité, qu'ils ne sont pas citoyens à part entière, si on peut le dire? Et comment est-ce que l'Assemblée leur fait une place en termes de poids politique? Eh bien, en fait, les jeunes qui participent à nos activités, c'est sûr que c'est déjà des convaincus. La plupart sont déjà intéressés. Ils ont déjà le goût de changer le monde, d'améliorer la société. Après, l'idée, c'est de leur expliquer justement par différentes façons, les mécanismes, pas les mécanismes, mais les façons qu'ils ont de participer, un peu comme on voit dans la salle Agir, là, où on explique les façons de s'engager. Les jeunes, ils ont 18 ans, mais c'est des citoyens, ils ne peuvent pas voter, mais ce sont des citoyens, donc ils peuvent quand même parler à leurs députés, ils peuvent quand même s'engager dans leur conseil scolaire, dans leur conseil d'élèves pour vivre la démocratie, pour faire changer les choses à leur échelle, dans le milieu, dans leur conseil de quartier. Donc, ils ont des possibilités d'action aussi. Puis c'est le moment aussi d'apprendre comment ça fonctionne et de s'informer, de lire, de se poser des questions. Donc, je pense que les jeunes ont quand même une place, ils ont une influence. Hein? Ils savent qu'ils doivent s'intéresser à la politique, sinon la politique... Par défaut, s'intéresse à eux. S'intéresse à eux. Hein? Donc, mais après ça, oui, c'est un travail du quotidien aussi avec les parents, les enseignants, de saisir les opportunités. Là. Mais on le voit ponctuellement aussi dans les médias, les jeunes qui vont manifester, des écoles qui initient des mouvements là, pour protester contre certaines choses de manière démocratique. Donc, c'est sûr que c'est à encourager. Là. Et en fait, ce qu'on peut constater à ce moment-là, c'est qu'il y a un travail qui se fait à 2 niveaux auprès des jeunes, soit un niveau préparatoire, l'idée qu'ils soient de plus en plus informés pour le jour où ils pourront exercer leur droit de vote, qu'ils puissent le faire de façon éclairée. Et l'autre niveau, c'est de dire, en fait, il ne s'agit pas d'attendre non plus d'avoir le droit de vote parce qu'il est possible de s'impliquer en tant que citoyen ou citoyenne au-delà de ce fameux droit de vote-là. Puis ici, quand ils viennent faire la visite, les jeunes, quand ils font l'atelier, ils peuvent écrire des messages là, aux députés. C'est lu par le président. Et ils peuvent aussi, dans ta salle, je vais te laisser le dire. On a fait une petite boîte aux lettres, elle est vraiment très chouette, là. Une petite boîte aux lettres où, dans le fond, les jeunes qui sont dans la salle, souvent pendant que les parents font le tour puis prennent le temps de lire les vignettes et tout ça, eux autres s'assoient à la table, puis ils peuvent envoyer un message aux députés. Ce message-là, ils le mettent dans une petite boîte aux lettres. Et une fois par mois, en temps normal, on va vider la boîte aux lettres, puis on fait la distribution du courrier aux députés. Donc, vraiment, ce courrier-là se rend avec des mots d'enfants qui avec leurs rêves. Avec leurs rêves. Je viens d'avoir un frisson, oui, juste à y penser. Mais je veux ça. une planète en santé. Il y en a que c'est des dessins. Il y en a, je veux des sushis moins chers. Mais pour vrai, il y a de tout, puis c'est beau, tu sais. Est-ce que vous avez des retours d'avoir des députés par rapport à ce courrier-là? Bien, par la bande? À l'occasion, des fois, on les voit, tu sais, que, par exemple, il y a une députée qui s'était photographiée en train de dépouiller son courrier, puis
On voyait que ça l'avait touché quand même. Là. Oui, donc, il y a toutes sortes de façons pour les jeunes d'exprimer des idées. D'emmener cette voix-là auprès de leurs députés. Et puis, pour conclure, qu'est-ce qui... Bien, question de volet, peut-être sans doute lié. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre travail et qu'est-ce qui vous donne confiance en l'avenir politique du Québec? Bien, ce qui me rend le plus fier, en fait, on en parle un peu depuis tantôt, là, mais depuis 2-3 ans, l'idée d'incarner la maison citoyenne, là, c'est plus juste une appellation. Le Parlement, c'est la maison citoyenne. Là, on veut l'incarner, puis on le voit concrètement quand on crée des partenariats avec des organismes, avec des citoyens pour faire vivre des activités, puis de voir les gens qui arrivent ici et qui sont étonnés, tu sais. Ah oui, le festival de cinéma à l'Assemblée, tu sais, oui. Un camp de jour à l'Assemblée, oui. Donc ça c'est vraiment une très grande fierté, puis ça me donne foi en l'avenir, là, c'est sûr, par rapport à notre sphère d'activité, là, c'est pas ça qui va changer le monde, mais je suis convaincue que ça peut faire une différence là, dans la vie des citoyens ou des jeunes qui passent ici, qui vivent une expérience significative. Là, je reviens toujours à l'expérience significative, mais c'est ça. Donc ça me rend... Ça peut marquer un parcours de vie. Exact. Puis que les gens viennent pas juste visiter le Parlement au secondaire, puis après ça, à la retraite, on veut qu'entre les deux, ça vive, là, donc... ça me rend bien fière. C'est sûr que l'Assemblée nationale, c'est une institution très particulière, évidemment. Tu sais, c'est la première institution démocratique au Québec. Donc, nécessairement, la mission même, il faut l'avoir au cœur, finalement, pour ensuite y croire, le porter, puis embarquer les gens dans ce projet-là et tout. Et le tout de façon très lucide, hein? Je veux dire, on ne se le cachera pas. C'est pas toujours facile, là, tu sais. Puis oui, ici, comme ailleurs, il y a des frustrations, puis des choses qu'on aimerait mettre de l'avant, puis que ça aille plus vite, tu sais. Mais on le voit à quel point les gens qui travaillent à l'Assemblée nationale et qui gravitent autour de l'Assemblée nationale croient en cette institution-là, même s'ils sont critiques, même s'ils ont des frustrations, il y a quand même un attachement très, très profond auquel on est tous conscients, en fait, que cette institution-là nous dépasse comme individus, puis qu'elle va rester après nous, puis que chaque petit geste qu'on fait aujourd'hui contribue à construire l'Assemblée nationale de demain. Donc, à partir du moment où on sait ça, où on en est conscient, ça donne vraiment comme un sens très particulier au travail qu'on accomplit jour après jour. Rachel Plante, Magali Paquin, merci beaucoup pour votre participation. Ça fait plaisir. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule de Perspectives citoyennes.